effectivement, donc je suis Henri Lagarde. Donc je vais vous présenter en 15 minutes, les principaux, résultats de ma thèse. Donc thèse, que j'ai réalisée sous la direction, de Mathilde Dupont-Nivet et de Delphine Lalias, au sein, de l'unité de recherche Gabi, d'INRAE. Et mon sujet de thèse s'intitule «Mieux comprendre les composantes des résistances à l'hyperthermie et à l'hypoxie aiguë chez la truite arc-en-ciel à des fins de sélection». Pour des questions de temps, je vais uniquement vous présenter, les travaux relatifs, à l'hyperthermie. Mais donc je vous invite à consulter ma thèse si, l'hypoxie vous intéresse, également. Alors si ça veut bien passer. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter la raison d'être, de cette thèse. Donc la truite arc-en-ciel, c'est un animal ectotherme, c'est-à-dire dont la température interne, dépend de celle de son environnement. Et donc pour les animaux ectothermes, il est possible de représenter, les performances en fonction de la température. Et en général, pour une performance donnée, on observe une courbe en cloche, donc comme par exemple, pour la croissance. Et on peut ainsi, représenter une gamme de température optimale, à laquelle, les performances sont maximales. Et lorsque la température dépasse, la gamme optimale, on observe une dégradation, rapide des performances avec une augmentation de la température. Donc la truite arc-en-ciel, c'est aussi un animal, plutôt d'eau froide, c'est-à-dire que sa gamme optimale de température va être comprise entre 15 et 17 degrés, pour, les principales performances, d'intérêt, zootechnique. Et donc, dans les élevages, lors de canicules, ça peut poser problème étant donné que la température peut dépasser, ce seuil, de 17 degrés, ce qui entraîne une baisse des performances, comme une baisse de la croissance, une hausse de la mortalité ou une susceptibilité accrue, aux pathogènes. Et donc dans le cadre de cette thèse, moi ce que j'ai cherché à voir, c'est si la génétique pouvait apporter une réponse à ce problème-là. Donc ma thèse, était, organisée en 2 axes. Donc le premier axe d'étude, c'était d'étudier la faisabilité de la sélection, génétique pour le caractère de résistance à l'hyperthermie aiguë, chez la truite arc-en-ciel et donc voir, le potentiel, de cet outil, comme solution d'adaptation, donc aux hausses de température dans les élevages. La deuxième partie de ma thèse, s'intéressait à l'étude des mécanismes sous-jacents à la résistance à l'hyperthermie aiguë. Donc en effet, actuellement, on ne sait pas pourquoi un poisson est résistant à l'hyperthermie, physiologiquement parlant, et donc ça peut poser problème si on veut faire de la sélection pour ce caractère, étant donné qu'on ne comprendra pas, quel type, d'animal on sélectionnerait, si on faisait de la sélection pour la résistance à l'hyperthermie aiguë. Donc maintenant, je vais vous définir donc, concrètement, c'est quoi la résistance à l'hyperthermie aiguë, donc le caractère étudié, dans cette thèse. Donc pour phénotyper la résistance à l'hyperthermie aiguë, on met les poissons, dans un bassin et on augmente la température de l'eau, de ce bassin et cette augmentation de température va provoquer à un moment donné, la perte d'équilibre, chez le poisson et à ce moment-là, on le pêche et on considère que la résistance du poisson, c'est le temps entre le début, du challenge et la pêche, du poisson. Et donc c'est ça que je vais appeler, la résistance à l'hyperthermie aiguë dans la suite, de cette thèse. Pour ce qui est de la méthodologie, que j'ai utilisée dans cette thèse, donc on a utilisé 2 types, génétiques, différents. Le premier type, c'était des populations commerciales de truites arc-en-ciel. Donc un sélectionneur français nous a fourni, des poissons et sous forme de 2 lots. Donc le premier lot était constitué d'à peu près 1 300 poissons et était phénotypé pour la résistance à l'hyperthermie aiguë à 90 grammes, donc selon les conditions, que je vous ai présentées, dans la diapositive juste avant. Il nous a également fourni un deuxième lot, apparenté au premier, et qui était cette fois phénotypé pour les caractères de production, d'intérêt zootechnique, donc comme, la croissance des poissons, la qualité de la chair ou le rendement filé. Et cette fois, le phénotypage a été réalisé à 1 kg, pour se rapprocher le plus possible des conditions de commercialisation, des animaux. De plus, on a récupéré, les données, les génotypes, des individus, grâce à une puce de génotypage très, très haute densité, donc de 500 000 marqueurs, voilà. Donc l'idée de cette expérience, c'était de déterminer, l'architecture génétique de la résistance à l'hyperthermie aiguë chez la truite arc-en-ciel et donc dans des conditions proches, du milieu commercial étant donné qu'on utilisait directement une population, commerciale. Je vous présenterai les résultats, après la présentation de tout le matériel et méthode.
Alors, donc là, je vous ai mis quelques photos des chantiers de phénotypage, Donc en haut, le chantier de phénotypage de la résistance à l'hyperthermie aiguë. Donc on voit le bassin calorifugé, donc qui contenait les truites. Et ici, on voit le système d'acquisition des données et là, le système pour chauffer l'eau. Et au stade commercial, je vous ai également mis la chaîne de phénotypage. Donc ici, on mesurait par échographie pour avoir qui donne un proxy du rendement filé chez le poisson. Là, on mesurait la taille des poissons. Et là, on mesurait le taux de gras intramusculaire des poissons, donc avec un appareil posé, donc là on ne le voit pas, sur le ventre d'un poisson et qui permet par infrarouge d'avoir une estimation du taux de gras intramusculaire, qui est un paramètre de qualité de la chair. Le deuxième type génétique qu'on a utilisé dans cette thèse, c'était donc les lignées isogéniques. Donc les lignées isogéniques, ce sont des lignées expérimentales développées à l'INRA, et maintenues à l'INRA, et qui présentent deux propriétés très intéressantes. C'est qu'au sein d'une lignée isogénique, tous les poissons possèdent le même génotype, et chaque lignée isogénique, donc l'INRA en a plusieurs, chaque lignée isogénique représente un génotype unique. Donc on se retrouve donc avec des lignées au sein desquelles les poissons sont génétiquement identiques et chaque lignée représente un type génétique, un génotype différent. Donc ces lignées, elles sont maintenues à la PEMA, donc la pisciculture expérimentale INRAE. Et donc la PEMA nous a fourni 6 lignées isogéniques, donc appelées A02H, A22H, etc. Ces lignées isogéniques ont été phénotypées à un stade précoce, donc à 6 mois, pour la résistance à l'hyperthermie aiguë, et les mêmes lignées isogéniques ont été également phénotypées pour la résistance à l'hyperthermie aiguë, mais cette fois à un stade tardif, à 15 mois. Donc l'intérêt d'utiliser les lignées isogéniques, c'est qu'on a utilisé des individus différents au stade précoce et au stade tardif, et du fait de l'homogénéité génétique des lignées, on peut ensuite comparer les phénotypes collectés en précoce et en tardif au niveau des lignées. Donc le but de cette expérience, c'était d'étudier la stabilité de la résistance à l'hyperthermie aiguë chez la truite arc-en-ciel dans le temps. Donc autrement dit, pour savoir si un poisson qui est résistant relativement au reste de la population au stade précoce, est-ce qu'il va toujours être résistant à un âge plus élevé. De plus, donc avec les lignées isogéniques, on a également phénotypé l'expression de gènes ciblés lors d'un stress hyperthermique modéré, donc modéré parce qu'on n'allait pas jusqu'à la perte d'équilibre des poissons. Et l'idée, c'était de d'étudier le lien entre expression de gènes au sein des lignées et résistance à l'hyperthermie aiguë des lignées. Donc pour voir si on pouvait faire un lien entre les deux, pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents à la résistance à l'hyperthermie aiguë. Et enfin, on a fait une troisième expérience avec ces lignées isogéniques, où on a étudié le comportement des lignées, donc comportement normal, dans des conditions normales, et comportement lors d'un stress hyperthermique modéré. L'idée, à nouveau, c'était de voir si on pouvait faire un lien entre comportement et résistance à l'hyperthermie aiguë. Un des objectifs de ces parties avec l'expression de gènes et le comportement, c'était essayer aussi de trouver des phénotypes, une méthode de phénotypage moins stressante pour les poissons, pour phénotyper la résistance à l'hyperthermie aiguë. Alors maintenant, je vais passer aux principaux résultats, en commençant par la partie sur la faisabilité de la sélection de la résistance à l'hyperthermie aiguë. Donc d'abord, un des résultats importants de ma thèse, c'est qu'on a montré l'existence de variations d'origine génétique pour la résistance à l'hyperthermie aiguë. Et pour vous donner un ordre d'idée, si on faisait de la sélection pour ce caractère en unicaractère, on obtiendrait à peu près un gain de 15 minutes de résistance à l'hyperthermie aiguë par génération, ce qui représenterait une amélioration de 5% de ce caractère donc à chaque génération. Donc ça montre qu'il y a clairement un potentiel pour la sélection génétique, que la sélection génétique est clairement un outil potentiel pour adapter les poissons aux augmentations de température dans les bassins d'élevage. De plus, donc j'ai montré que les corrélations génétiques entre la résistance à l'hyperthermie aiguë et les caractères de production d'intérêt zootechnique ne sont pas différents de zéro, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas d'interaction négative si on faisait de la sélection pour l'hyperthermie aiguë sur les caractères d'intérêt zootechnique. Et donc ça, c'est aussi une information importante, puisqu'on aurait pu être dans un cas défavorable où sélectionner la résistance à l'hyperthermie aiguë réduirait par exemple la croissance des poissons, mais c'est donc pas le cas ici. Enfin, donc j'ai montré qu'il y avait peu de reclassements
des lignées pour la résistance à l'hyperthermie aiguë entre le stade précoce et le stade tardif. Donc ici, vous avez le classement relatif des lignées isogéniques pour la résistance à l'hyperthermie aiguë au stade précoce et ici au stade tardif. Et donc les lignes remontent le reclassement des lignées les unes par rapport aux autres entre les deux stades. Donc ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la plupart des lignées gardent leur classement entre le stade précoce et le stade tardif, même si on peut voir qu'il y a une exception. Donc ça suggère que la sélection précoce pour la résistance à l'hyperthermie aiguë est possible. Et donc ça a un intérêt, ça a un grand intérêt étant donné que plus la sélection est faite de façon précoce dans un programme de sélection, moins le coût associé à ce programme de sélection sera élevé. Maintenant, je vais passer à la partie sur les résultats des mécanismes sous-jacents à la résistance à l'hyperthermie aiguë, et en commençant par vous présenter les résultats de la GWAS, donc une étude qui cherche à associer des portions du génome de la truite arc-en-ciel au caractère de résistance à l'hyperthermie aiguë. Donc une manière classique de présenter ces résultats, c'est sous forme d'une représentation appelée Manhattan, où en abscisse on a les marqueurs génétiques, donc sur les différents chromosomes, donc de 1 à 32 chez la truite arc-en-ciel, et en ordonnée, on a le degré d'association de ces marqueurs avec le caractère de résistance à l'hyperthermie aiguë. On considère que l'association est significative quand elle dépasse un seuil, donc qui est ici fixé à 6, et à ce moment-là, on considère que la région concernée est significativement associée donc à la résistance à l'hyperthermie aiguë. On peut ensuite rechercher donc les gènes dans ces portions du génome pour voir si certains gènes sont cohérents avec le phénotype de résistance à l'hyperthermie aiguë. Par cette technique, on a ainsi pu pointer certaines fonctions physiologiques qui sont impliquées dans la résistance à l'hyperthermie aiguë, comme des fonctions mitochondriales par exemple, mais également de façon très intéressante et cohérente avec la littérature, un gène impliqué dans le transport d'oxygène, la cytoglobine 1. Et donc ça, c'est un gène très intéressant, étant donné qu'il y a plusieurs théories qui stipulent que la perte d'équilibre des poissons lors d'un stress hyperthermique aigu est due à un manque d'oxygène de ces poissons. Donc c'était très cohérent de trouver le gène cytoglobine 1 dans un des QTL. De plus, donc, on a décidé de rajouter le gène cytoglobine 1 dans l'étude d'expression de gènes lors d'un stress hyperthermique modéré. Et à droite, vous avez donc le résultat de l'expression différentielle du gène cytoglobine 1 des différentes lignées isogéniques, donc avec l'axe des abscisses qui représente la résistance relative des lignées isogéniques les unes par rapport aux autres, donc avec à droite les lignées résistantes et à gauche les lignées sensibles, et en ordonnée, le différentiel d'expression du gène cytoglobine 1 entre le début et la fin du stress hyperthermique modéré. Donc ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est que les lignées isogéniques résistantes ont une expression différentielle du gène cytoglobine 1 supérieure à l'expression différentielle de cytoglobine 1 des lignées sensibles, et donc ce qui semble rajouter du crédit au fait que le gène cytoglobine 1 est impliqué dans la résistance à l'hyperthermie aiguë. Et donc ce serait très intéressant d'approfondir encore ces études avec une étude de validation fonctionnelle. Enfin, pour ce qui est de l'étude du comportement, on a montré un lien possible entre comportement et résistance à l'hyperthermie aiguë. Et donc à droite, vous avez les graphiques qui montrent la relation au niveau des lignées isogéniques entre un comportement, donc en ordonnée, et la résistance à l'hyperthermie aiguë. Donc ici, ça correspond à la distance parcourue par les poissons pendant la durée du challenge comportemental. Et on voit donc qu'il y a une corrélation fortement négative entre la distance parcourue par les poissons et la résistance à l'hyperthermie aiguë des poissons. Et de même avec la vitesse maximale des poissons. Donc ça suggère qu'il y aurait un lien entre comportement et résistance à l'hyperthermie aiguë chez la truite arc-en-ciel. Et donc c'est quelque chose de très intéressant et qui pourrait mener donc à des méthodes de phénotypage moins stressantes pour les poissons, même si le phénotypage du comportement nécessite des dispositifs lourds et donc qui paraît difficile à mettre en œuvre dans un programme de sélection, même si quelques améliorations techniques pourraient être amenées. Mais cette piste de recherche doit encore être approfondie, car dans le cadre de ma thèse, j'ai pas pu aller beaucoup plus loin qu'avec des corrélations, et je n'avais que 6 génotypes, donc ce qui limite la puissance de ces corrélations. Et donc ça serait à vérifier sur des populations plus grandes. Maintenant, donc pour ouvrir donc ma thèse sur quelle recherche on pourrait mener après.
Pour le moment, donc je vous ai parlé de la résistance à l'hyperthermie aiguë, mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'un phénotype de résistance à l'hyperthermie possible. Et donc pour vous montrer pourquoi, les conditions hyperthermiques, en fait, c'est une combinaison de température et de temps d'exposition à cette température. Et donc on peut définir les températures optimales. Et donc là, quel que soit le temps d'exposition à cette température, les performances seront maximales. On peut également définir une courbe de létalité, et donc qui correspond en fait aux combinaisons de température et de temps d'exposition à cette température qui sont létales pour le poisson. Donc autrement dit, un poisson qui serait exposé à cette température ici, par exemple, aurait un temps de survie de quelques heures. Et donc entre cette courbe de létalité et les températures optimales, on peut définir donc l'ensemble des conditions hyperthermiques que les poissons peuvent être amenés à subir. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre de cette thèse, moi j'ai étudié qu'un seul phénotype, donc la résistance à l'hyperthermie aiguë, et donc qui a cette position-là dans l'espace possible des conditions hyperthermiques. Or, plusieurs études ont étudié la relation, donc au cours de ma thèse, plusieurs études ont étudié la relation entre résistance à l'hyperthermie aiguë, donc telle que moi je l'ai mesurée dans cette thèse, et une résistance à une hyperthermie dont l'intensité de la température est moins forte et le temps d'exposition plus long. Ces expériences ont montré que les deux phénotypes étaient différents. Donc autrement dit, des poissons qui sont résistants à ces conditions-là ne sont pas forcément les poissons résistants à ces conditions-là. Et donc ça, en fait, ça pose question sur l'intérêt du phénotype de résistance à l'hyperthermie aiguë dans des conditions commerciales. Et donc, pour moi, ça voudrait dire qu'il faudrait, donc pour répondre à cette question, donc de l'utilité du phénotype de résistance à l'hyperthermie aiguë, donc tel que défini dans ma thèse en situation commerciale, il manque encore des informations, notamment sur la quantification de la vulnérabilité des fermes truticoles face aux vagues de chaleur. Donc en effet, pour l'instant, il n'existe pas d'étude qui définit les profils hyperthermiques que subissent les fermes truticoles lors de vagues de chaleur. Et donc ça serait une information importante pour justement définir un phénotype d'intérêt, un phénotype qui mimerait donc les conditions hyperthermiques qui peuvent se passer dans des situations commerciales. Deuxième point, même si les conditions hyperthermiques dans le milieu commercial ne sont pas identiques à celles que moi j'ai utilisées dans le cadre pour phénotyper la résistance à l'hyperthermie aiguë dans un laboratoire, ce qui serait intéressant serait d'étudier l'extrapolation qu'il est possible de faire de la résistance à l'hyperthermie aiguë à une résistance ou une tolérance à l'hyperthermie des conditions hyperthermiques moyennes qui se passent dans un milieu commercial, pour voir si la résistance à l'hyperthermie aiguë a vraiment un intérêt ou pas en milieu commercial. Donc pour expliciter un peu ces pensées, donc je remets le graphique que je vous ai présenté juste avant. Donc est-ce que donc le phénotype que j'ai utilisé est utile est représentatif des situations commerciales? A priori non, étant donné qu'on est dans des montées en température qui sont beaucoup plus rapides que ce qui peut se passer en milieu commercial. Et a priori, donc à dire d'experts, on va dire, les conditions hyperthermiques lors de vagues de chaleur seraient plutôt compris dans un espace compris entre moi ce que j'ai utilisé comme phénotype dans ma thèse, et des phénotypes plus longs de quelques semaines ou quelques mois. Mais maintenant, est-ce qu'on serait ici? Est-ce qu'on serait ici? En fait, on n'en sait rien. Et donc, d'où l'idée donc déjà de définir ces phénotypes concrètement, et également de voir la relation entre résistance à l'hyperthermie aiguë, telle que mesurée dans ma thèse, et le phénotype qui pourrait se produire en situation commerciale. Voilà, donc je finirai là-dessus. Donc merci à l'Association française de zootechnie donc de m'avoir laissé parler également. Merci à tous les partenaires de la thèse. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci beaucoup, Henri, pour cet exposé également très clair et très instructif. Alors, je regarde si des questions sont arrivées dans le bouton Q&R. Alors, on n'en a pas pour le moment. Moi, j'en aurais une pour lancer la discussion pendant que d'autres questions naissent. Est-ce que ces résultats ont été présentés aux sélectionneurs, puisque vous montrez que quelque part, il y aurait un effet de la génétique, il y aurait moyen par la génétique de sélectionner des lignées qui seraient
plus adapté au changement de température, et dans le cadre du changement climatique, on peut s'attendre à ce que ce soit un critère peut-être qui rentre un peu plus dans les schémas de génétique de sélection en ligne de compte. Alors, est-ce que vous avez présenté ça aux acteurs? Et si oui, quelles ont été leurs réactions, les résultats de vos travaux? Alors effectivement, bon, alors en fait, dans le projet étaient directement impliqués les acteurs, et notamment le CISAF, qui est le syndicat des sélectionneurs aquacoles et avicoles français, donc qui était partie prenante du projet. Et donc effectivement, j'ai pu leur présenter ces résultats. Maintenant, donc le point, je dirais, bloquant dans la mise en application de la résistance à l'hyperthermie aiguë dans les schémas de sélection, c'est justement l'utilité réelle de ce phénotype dans une situation commerciale, étant donné donc, c'est ce que je montrais tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas sûr qu'en fait ce phénotype-là soit extrapolable à la résistance à l'hyperthermie aiguë dans le cadre d'une situation commerciale. Et donc en fait, il y aurait tout ce travail-là encore à réaliser pour mieux caractériser ce phénotype et pour juger effectivement de son utilité en milieu commercial. Et aussi quelque chose que j'ai pas pu le dire, donc c'est pourquoi est-ce qu'on a utilisé un phénotype avec une montée en température aussi rapide et donc qui mime pas ce qui se passe en milieu commercial. C'est en fait parce que c'est dans un souci de rapidité de phénotypage, étant donné que ça peut être très coûteux si on maintient des conditions hyperthermiques pendant plusieurs semaines et en fait, ça, c'est pas forcément réalisable dans le cadre d'un programme de sélection. Alors que moi, ce phénotypage-là, ça prend une journée à faire, en fait, étant donné que la montée est très rapide. Voilà. Ok, donc je pense qu'il y a encore besoin de produire des connaissances avant Oui. de réaliser les schémas sur ce critère. Alors, Stéphane Ingrand a déposé une question dans le bouton QR. Oui. Il nous demande si 15 minutes de gain par an, ça fait 2h30 sur 10 ans. Est-ce que c'est intéressant dans le cadre du réchauffement climatique? Alors, déjà, c'est 2 fois moins puisque c'est 15 minutes par génération. Donc j'ai peut-être dit par an, mais c'est par génération. Donc étant donné que ça met 2 ans, une génération de truites, ça serait plutôt la moitié de ça. Maintenant, la difficulté, c'est encore une fois, c'est d'estimer en fait le gain de 15 minutes en plus par génération, étant donné que, alors la montée en température, en fait, elle n'était pas, en fait, les conditions hyperthermiques dans la fin du challenge, elles étaient beaucoup plus fortes que les conditions hyperthermiques au début du challenge, étant donné qu'on fait une montée en température. Donc en fait, 15 minutes, enfin tenir 15 minutes de plus dans le challenge à la fin, c'est beaucoup plus, les poissons qui résistent 15 minutes de plus à la fin du challenge sont beaucoup plus résistants que les poissons qui résistent 15 minutes de plus au milieu du challenge, étant donné que le niveau de température est plus élevé. Et donc en fait, à nouveau, on est un peu coincé c'est difficile d'estimer à nouveau le gain de 15 minutes supplémentaires en milieu commercial, où les conditions hyperthermiques seraient pas forcément réalisables. Et en fait, vraiment, l'idée de départ de ce phénotype, c'était qu'il pouvait être extrapolable à une résistance globale des poissons à tout type de situation hyperthermique. Et donc certaines études ont montré que c'était pas forcément le cas, en tout cas pour des phénotypes de résistance à l'hyperthermie chronique, quoi. Donc c'est assez difficile de répondre à cette question, et encore d'où la nécessité de mieux caractériser ce phénotype de résistance à l'hyperthermie aiguë. Ok. Entre-temps, une autre question est arrivée, donc de Tristan Kistler. Sait-on s'il y a un lien entre résistance à l'hyperthermie aiguë et performance à température faible? Donc, toujours dans l'idée, Ouais, dérèglement climatique égale variabilité des températures accrues, ouais, soit positif ou négatif. ouais. Alors, température faible, ça dépend. Ah, température faible, est-ce qu'on entend température froide ou des températures hyperthermiques moins fortes? Froide, ok. Euh, alors, il me semble que, il me semble qu'il y avait une étude qui avait essayé de montrer ça sur alors le tilapia, mais je me rappelle plus exactement, mais ils avaient montré qu'il n'y avait pas de relation entre les deux. Mais après, les températures froides chez la truite arc-en-ciel, c'est pas un problème, étant donné que tant que l'eau ne gèle pas, elle peut survivre. Donc, a priori, il y a encore de la marge. Moi, j'avais aussi une petite question, parce que tu en as parlé très rapidement. Tu as dit qu'il y avait peut-être un lien entre la résistance à l'hyperthermie et l'hypoxie, du coup. Est-ce que tu as vu, donc je suppose que comme tu as étudié les deux, Mm. tu as pu voir des choses. Est-ce que effectivement tu as pu voir
ces interactions entre hyperthermie et hypoxie, et est-ce qu'il y a une sélection commune, entre guillemets, aux deux critères, quoi, si je comprends bien. Oui. Alors ce que j'ai dit dans l'exposé, c'est pas qu'il y avait une relation entre résistance à l'hyperthermie et résistance à l'hypoxie, c'est plutôt que en fait, les poissons qui sont soumis à un stress hyperthermique meurent en fait d'hypoxie, effectivement. Oui, pardon. Mais ça veut pas dire qu'ils sont forcément résistants à l'hypoxie non plus, dans des conditions où il n'y aurait pas une augmentation de température. Et donc effectivement, dans le cadre de ma thèse, j'ai effectivement étudié la relation entre résistance à l'hyperthermie aiguë et la résistance à l'hypoxie avec les lignées isogéniques. Et ce qu'on a montré, c'est que les lignées résistantes à l'hyperthermie n'étaient pas nécessairement résistantes à l'hypoxie et vice-versa, en fait. Donc en fait, a priori, il n'y aurait pas de lien, même si certaines études sur le saumon ont montré qu'il y en aurait un. Donc bon, pour l'instant, il y a une espèce de flou, même si bon, je dirais la majorité des études montrent qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc il faudrait effectivement sélectionner les deux si on veut faire du progrès génétique sur ces deux caractères-là, quoi. Ok, une autre question. A-t-on des informations sur d'autres différences entre des individus résistants et des individus sensibles à l'hyperthermie? Alors c'est une bonne question. Là, on n'a pas de réponse à ça. Mais effectivement, ça serait intéressant de caractériser mieux ce qui différencie les poissons résistants des poissons sensibles. Mais j'ai pas vu d'études sur le sujet. Moi, j'avais une autre question, moi qui en ai dans le chat. Alors, est-ce qu'on peut, bon, je fais un parallèle avec l'aviculture où on étudie aussi ces phénomènes de résistance au stress thermique et en faisant des manipulations au stade embryon, donc au stade de l'œuf. Est-ce que c'est envisageable en aquaculture par exemple, d'induire un stress thermique très précoce, quoi, finalement, pour justement trouver, modifier la résistance au stress thermique chez les poissons. Oui, alors effectivement, justement, vous faites bien d'en parler parce que Delphine Alias, donc une de mes directrices de thèse, en ayant vu ce qui a été fait donc dans la filière avicole, a essayé de transposer cette idée donc sur les œufs de poisson en les exposant donc à un stress hyperthermique au stade de l'œuf. Mais par contre, elle n'a pas vu d'effet, il me semble, de cette exposition précoce sur la résistance ultérieure des poissons, et non plus pas d'effet sur la croissance, etc., quoi. Alors, on a une nouvelle question qui est arrivée. Oh là, deux. Voilà. Jérémy Guillaume qui demande si on prend un peu de recul sur la raison d'être de ces travaux, quels autres leviers sont à l'étude dans la filière truticole pour améliorer la résistance à l'hyperthermie? Est-ce que c'est de l'adaptation de pratiques d'élevage, des équipements appropriés, etc. Mais alors effectivement, là, la filière truticole est un peu en réflexion sur les systèmes d'avenir. Donc en fait, soit on garderait des systèmes comme actuellement, c'est-à-dire des systèmes ouverts où l'eau circule qu'une seule fois dans les bassins, avant de retourner à la rivière après traitement, ou passer à des systèmes fermés où l'eau recircule en fait plusieurs fois avant les retraiter en fait à chaque cycle, et ce qui permet donc de la faire tourner une dizaine de fois dans le système avant de le rejeter pour les systèmes les plus avancés. Et donc là, dans ce cadre de ces systèmes, il est envisageable de refroidir l'eau avec de la réfrigération. Donc ce qui perdrait un peu de l'intérêt de faire de la sélection pour la résistance à l'hyperthermie aiguë. Mais pour l'instant, ces systèmes, ils sont pas encore très développés. Il n'y a pas vraiment de preuve commerciale de leur rentabilité économique. Et après, effectivement, il y a d'autres solutions techniques, comme par exemple augmenter l'oxygénation dans les bassins. Ça permet d'améliorer la tolérance des poissons à des températures élevées. Ou également, on peut penser à des espèces d'ombrelles en fait au-dessus des bassins qui limitent le rayonnement thermique sur les bassins. Donc, il y a Mais des du coup, effectivement, l'outil génétique, c'est qu'un outil parmi d'autres pour adapter les élevages. Et donc, il y a deux questions de Tristan Oui. qui tournent toutes les deux autour de la même thématique. C'est comment était gérée la différence de poids de poissons à l'échelle individuelle ou à l'échelle des lignées dans les lignées isogéniques, donc pour l'analyse de la résistance, et as-tu corrigé par le poids ou non? Oui. Donc effectivement, il y avait des différences de poids
entre les lignées isogéniques, donc des lignées qui étaient nettement qui avaient un poids nettement moins élevé que les autres. Mais heureusement, en fait, on avait une continuité dans les phénotypes. En fait, tous les poids de toutes les lignées se recoupaient, en fait. Donc les plus gros poissons des lignées les moins grosses recoupaient les poissons les moins gros des lignées les plus grosses. Donc en fait, il n'y avait pas de discontinuité dans les données, et donc on a pu corriger à l'échelle individuelle l'effet du poids sur les phénotypes. Donc sachant qu'il y en avait effectivement un effet significatif du poids sur la résistance.